toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture qui est le point lecture de mes lectures du mois de mars. Là j'ai 6 livres dont je voudrais vous parler dans cette vidéo. Le mois de mars ça a été un mois de lecture un petit peu mitigé parce qu'en fait j'ai fait une très bonne lecture au tout début du mois puisque j'ai terminé la trilogie Mad Adam de Margaret Atwood dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Ça a été un énorme coup de cœur et c'est vrai qu'après ça je savais pas trop quoi lire, il y avait rien qui me faisait très envie, j'étais un petit peu déçue d'avance de mes lectures et voilà, j'étais un petit peu chafouinée sur mes lectures et en plus le cycle s'est répété puisque j'ai fait à nouveau une excellente lecture qui a été un coup de cœur. Et donc là encore à côté de ça, en fait je sais pas, c'est un petit peu bizarre parce que j'ai fait des très bonnes lectures mais en même temps j'ai frôlé la panne de lecture pendant tout le mois de mars, donc c'était un petit peu bizarre. Alors je commence par les deux romans de littérature blanche que j'ai abandonnés, qui sont toutes les deux des lectures que je faisais à la fois pour le Sororité Challenge et pour le Shiny Spring Challenge organisé par Floris. Alors certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka, c'est l'espèce de récit, parce que c'est pas vraiment un roman mais c'est le récit choral de femmes qui ont quitté le Japon dans quelles années, au début du XXe siècle, pour aller épouser un inconnu en Amérique. Elles étaient contactées par des espèces d'agences, on leur donnait une lettre et un portrait. Elles disaient oui bon bah ok j'accepte de l'épouser et elles partaient en bateau aux États-Unis et évidemment il y avait pas mal de manigances et beaucoup de mensonges. Les portraits, enfin les photos qu'on leur envoyait n'étaient pas les photos des hommes qu'elles allaient épouser. Les lettres étaient totalement, voilà, c'était des histoires inventées pour les convaincre et quand elles sont arrivées aux États-Unis elles ont très vite déchanté puisque finalement il s'est avéré que les hommes qu'elles épousaient n'étaient pas du tout bien installés avec une bonne situation financière mais le plus souvent des ouvriers qui avaient besoin d'une main d'œuvre supplémentaire. Et du coup c'est un récit qui est raconté à nous et qui a la particularité de ne pas suivre plusieurs personnages spécifiques. On ne va pas suivre de manière linéaire l'histoire de plusieurs femmes depuis le moment où elles arrivent aux États-Unis et ce qui leur arrive. En fait on a une espèce de narration très poétique qui est très bien. D'ailleurs je l'ai pas dit encore mais c'est vraiment très bien écrit, c'est très beau. Il y a un rythme qui fait que c'est presque scandé, c'est voilà, c'est vraiment très bien écrit mais en fait c'est tout le temps à nous. Enfin je sais pas trop comment expliquer mais finalement il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas de personnage vraiment qu'on va suivre. En fait c'est plutôt comme une longue liste des situations que ces femmes ont vécues mais on n'identifie pas de personnage, on n'identifie pas de... Voilà, bah c'est ça en fait, on n'identifie pas de personnage qu'on va retrouver d'une anecdote à l'autre, c'est juste une longue liste de choses qu'ont vécu ces femmes, donc de manière chronologique parce qu'on commence sur le bateau, ensuite leur arrivée, leur nuit de noces en Amérique et ensuite bah voilà le travail qu'elles fournissent pour voilà les exploitations, mais il n'y a pas d'histoire, voilà, il n'y a pas d'histoire globalement et ça m'a beaucoup manqué. Les 30 premières pages j'étais assez prise dedans parce que comme je le disais c'est quand même bien écrit. Le chapitre notamment sur la nuit de noces est très beau, vraiment très marquant, mais bah ensuite je m'ennuyais, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour. Au bout de 50 pages j'ai commencé à me dire oui bon bah par contre si c'est comme ça pendant tout le roman ça va pas être possible et en fait 10 pages après j'ai décroché et j'ai pas réussi à me remettre dedans. Et voilà donc pour cette lecture. Alors ensuite j'ai Aria de Nazanin Ozar que j'ai acheté il y a pas très longtemps en plus, qui raconte de l'histoire de Aria à Téhéran en 1953, donc c'est en Iran, c'est la capitale de l'Iran, oui c'est ça. En fait on va suivre l'histoire d'une petite fille qui a été abandonnée par sa mère quand elle était nourrisson, qui a été recueillie par un homme qui est chauffeur pour l'armée et en fait cet homme va l'adopter et on va suivre l'histoire de cet enfant et notamment ses malheurs puisque ça commence un petit peu sur un mood les malheurs de Sophie. La femme, sa mère adoptive en fait, la femme de l'homme qui l'a recueillie est pas du tout contente d'avoir une enfant chez elle, la traite très mal, voire la maltraite. D'autres figures parentales qui vont voilà marquer sa vie. Je suis allée jusqu'à la page 308 sur 560, donc j'avais même dépassé la moitié mais je dois dire que j'accrochais pas du tout. Voilà, je m'ennuyais globalement sur ce livre. Alors il y a une chose que j'aurais pu faire et que j'aurais certainement dû faire avant de commencer ma lecture, c'est faire une petite recherche Wikipédia pour connaître un petit peu l'histoire de l'Iran à cette période, parce que c'est vrai que j'ai aucune culture de cette période de l'histoire et de cette voilà, de ce coin géographique, ce qui fait que je pense que si j'avais eu plus d'informations je me serais peut-être mieux immergée dans le roman, mais en même temps je me dis on n'est pas censé faire une recherche avant de commencer un livre, donc je sais pas, j'ai trouvé que c'était un petit peu confus sur le contexte historique, je sais pas, j'étais un petit peu perdue. Et surtout ce qui fait que j'ai pas apprécié ma lecture, c'est que je n'ai pas du tout accroché au personnage, ni au personnage de l'enfant, ni au personnage des adultes. Quelque chose qui m'a vraiment gênée, c'est que le personnage on la rencontre quand elle est, bon bah on la découvre quand elle est bébé, mais on va surtout commencer à suivre son histoire quand elle doit avoir 5 ans, quelque chose comme ça. Et je suis allée jusqu'à un passage où elle doit avoir, elle est au collège, donc je sais pas trop donner son âge, mais elle a au moins
10-12 ans, quelque chose comme ça. Et je trouve qu'elle se comporte et qu'elle parle exactement de la même manière quand elle a 12 ans, quand elle est au collège, que quand elle en avait 5, et que c'était pas cohérent. Enfin tout ce qui fait le personnage enfant, j'y croyais pas, j'arrivais pas à adhérer. Et en ce qui concerne les personnages adultes, donc les figures parentales autour d'elle, je les ai trouvées toutes assez évanescentes, sans... Je sais pas, j'ai pas accroché. Voilà, du coup j'ai abandonné, ce qui est très dommage parce que j'avais vraiment très envie d'aimer ce livre, j'étais persuadée que j'allais l'aimer. Ensuite on passe à L'Or de Alexandra Bracken, que j'ai reçu de la part des éditions que j'ai lu en format poche, qui était sorti en grand format, les éditions de Saxus. J'ai bien aimé, voilà, j'ai passé plutôt un bon moment, c'était très sympa. J'avais lu que... Est-ce que c'est là ? Non, je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, je crois que c'était dans peut-être un document presse ou quelque chose comme ça, ou dans une autre chronique, mais c'est un livre qui m'avait interpellée parce qu'il était vendu comme un Hunger Games à la sauce mythologie, et forcément ça m'intriguait beaucoup parce que j'aime beaucoup la mythologie, j'avais beaucoup aimé Hunger Games. C'est-à-dire que j'ai été assez convaincue par cette comparaison parce que notamment dans toute la première partie du livre, résumé rapide, on a plusieurs dieux qui ont été punis par Zeus, puisqu'en fait c'est des dieux qui ont défié Zeus et ils ont échoué dans leur coup d'état. En fait la gonne c'est que tous les 7 ans, les dieux qui ont trahi Zeus tombent sur terre et deviennent mortels pendant 7 jours. Et pendant ces 7 jours, les descendants des héros de la mythologie grecque, donc tout ce qui est Persée et compagnie, peuvent tuer les dieux, et s'ils parviennent à tuer un dieu, ils prennent la place du dieu. C'est-à-dire qu'on a donc maintenant une opposition entre les anciens dieux, ceux qui sont là depuis le début de l'Antiquité et tout, et les nouveaux dieux, ceux qui ont réussi à tuer un dieu pour prendre sa place. Ça a tout un tas de conséquences. Bah déjà il y a plein de problèmes entre les dieux, on imagine bien, mais aussi toutes les familles de ces fameux héros, donc des anciens dieux de l'Antiquité, se sont organisés et on les appelle maintenant des chasseurs. Organisés pour devenir le plus puissant possible, pardon, ils ont appris à se battre, et on va suivre une héroïne qui faisait partie d'une de ces familles de chasseurs, mais en fait toute sa famille a été tuée, massacrée, dans des circonstances un petit peu étranges, mystérieuses, dont on ne sait pas grand chose au début, et depuis que sa famille a été tuée, elle a décidé de se retirer de toutes ces histoires de dieux, de mythologie. Sauf qu'un jour, elle va découvrir Athéna blessée sur le pas de sa porte et elle va devoir prendre une décision. C'est un roman avec beaucoup d'action, donc l'avantage c'est que le rythme est assez soutenu, donc on s'ennuie pas. Enfin personnellement j'ai été vraiment prise dedans, mais le problème de toutes ces actions c'est que parfois elles reposent pas sur grand chose. On a l'impression qu'il faut une action pour faire avancer, mais l'action elle-même se résout facilement ou bizarrement, ou alors en fait il y a trop d'actions. Ça aurait été peut-être plus intéressant d'approfondir ces actions et leurs conséquences plutôt que de les accumuler. Donc c'est un petit peu dommage parce qu'il y avait des moments qui sonnaient un petit peu creux, où j'ai trouvé que l'action était assez artificielle. Alors pour continuer avec les défauts de ce roman, je dirais que le personnage principal, donc notre héroïne, est vraiment extrêmement cliché. C'est un personnage qui vraiment bon bah on la suit, mais en fait c'est un personnage qui ressemble à des cinquantaines d'autres héroïnes qu'on a pu lire. Il lui arrive un truc difficile dans sa vie, donc maintenant elle est un petit peu, voilà, elle a une carapace, en même temps elle est super forte, enfin bon voilà, ce genre de truc qu'on a déjà vu 20 millions de fois, avec un meilleur ami super gentil et tout. Enfin en fait j'ai trouvé que les personnages et les relations entre les personnages, c'est pas que c'est mal fait, mais c'est que parce que ça fonctionne bien, c'est assez efficace. D'ailleurs c'est la qualité globale du roman, c'est que c'est un roman efficace, un très bon divertissement, mais que tout sonne un petit peu facile, un petit peu déjà vu, et mis à part le cadre, en fait l'idée de départ, donc cette espèce de Hunger Games mythologique que j'ai trouvé super cool et qui heureusement est un petit peu développé, bah je trouve que tout le reste est un petit peu sans saveur finalement. Enfin en fait ça aurait pu être super chouette et finalement c'est juste une bonne lecture. D'ailleurs un petit peu comme un autre roman que j'ai à vous présenter où il y a une super idée, mais la mise en œuvre manque un petit peu d'originalité, d'un petit peu de plus finalement, qui est dommage d'ailleurs puisqu'il y a pas mal de réflexions qui sont évoquées dans le livre qui auraient pu être très intéressantes, notamment sur les dieux et le pouvoir et la responsabilité des dieux. J'ai trouvé que c'était assez chouette et qu'on a pas mal de personnages qui vont travailler autour de ces problématiques là, et j'avais bien aimé ça. Notamment j'aime beaucoup tout ce qui est question de le pouvoir et est-ce que le pouvoir va corrompre la personne qui obtient le pouvoir. J'aime bien ce genre de problématiques et de questions, et voilà, je pense que ça aurait pu être plus approfondi et que là malheureusement, alors c'est des questions, enfin en fait c'est des questions qui existent dans le roman mais qui sont traitées de manière très convenue finalement. Pour conclure sur ce roman, du coup c'était une chouette lecture, j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé que c'était divertissant, efficace, enfin voilà, j'ai pas trop vu le temps passer, donc ça c'était chouette. Mais c'est vrai, je pense qu'il faut pas en attendre trop. Si vous aimez le young adulte et la mythologie, je pense que ça peut être un chouette moment de lecture. Donc voilà pour ça, et on va passer je pense à mon coup de cœur, celui dont j'avais vraiment le plus envie de vous parler. J'ai adoré cette lecture, vraiment j'ai passé mais un incroyable moment de lecture sur ce livre. Je crois que, alors c'est peut-être pas mon livre préféré, mais c'est certainement un de mes meilleurs moments de lecture de l'année 2023 pour l'instant. J'ai lu le tome 2 de La Chute d'Ilrien de Martha Wells qui m'a été envoyé en service presse de la part des éditions La Talente. J'ai adoré, mais vraiment
vraiment j'avais beaucoup aimé le tome 1, mais le tome 1 il y avait des petites choses qui m'avaient chafouiné. J'avais adoré, enfin j'avais eu un coup de cœur pour le personnage principal et pour la tonalité, la plume de l'autrice, vraiment c'était trop chouette. Mais le tome 1 il y avait des petits moments de confusion, il y avait des longueurs et tout qui faisaient que c'était chouette, mais c'était pas un coup de cœur. Mais alors là ce tome 2 j'ai tout adoré, j'ai passé un trop bon moment et je sais même pas par quoi commencer. Largement préféré ce tome 2 au tome 1 qui était déjà une très bonne lecture, mais en fait le tome 1 on débarque dans un univers et c'est vrai que le début du tome 1 il y a quand même pas mal de choses un petit peu confuses sur la nature de la magie, sur le fonctionnement de la magie, parce qu'on arrive dans cet univers où donc il y a de la magie et il y a tout un vocabulaire spécifique de cette magie. Je savais absolument pas de quoi on parlait et c'est vrai que ça m'a un petit peu gênée pour la compréhension dans le début du tome 1. Et le tome 1 il y avait aussi quelques longueurs, notamment dans les grottes. On est à un moment, on a plusieurs passages où on se situe dans des grottes et vraiment j'en avais marre et j'étais contente de sortir de ces grottes. Donc voilà, le tome 1, quelques longueurs et une prise en main un petit peu difficile de l'histoire et de l'univers. Mais ce tome 2, on retrouve toutes les qualités du tome 1, donc l'humour, le personnage, l'originalité, le personnage principal, le personnage de Tremaine. Vraiment ce personnage est incroyable, je crois que c'est devenu mon personnage préféré de tous les romans du monde, à égalité avec Phèdre de la trilogie Cuchiel. Mais par contre du coup je reviens sur ce que je disais, dans le tome 2, bah comme on est sur un tome 2, on n'a plus toutes les confusions, la difficulté de compréhension de l'univers, et dans ce tome 2 on n'a aucune longueur. Enfin personnellement j'ai ressenti aucune longueur, j'étais plongée dedans et même j'ai fait quelque chose que ça m'arrive très rarement. D'habitude j'ai plutôt tendance à lire vite, voire même très vite, parce que quand je lis un livre j'aime bien lire, mais j'ai surtout envie de savoir ce qui va se passer, de savoir ce qui va arriver au personnage, de connaître le fin mot de l'histoire. Je lis très vite pour vite arriver à la fin, et là j'ai ralenti mon rythme de lecture parce que je passais tellement un bon moment de lecture que j'avais envie de rester dans cette bulle, j'avais envie de rester dans l'univers avec les personnages, et voilà j'ai vraiment profité, savouré de mon moment de lecture, et c'est quelque chose que je fais très rarement. Alors pour résumer, déjà on est sur le tome 2 d'une trilogie qui s'appelle La Chute d'Ilrien. Ilrien c'est le nom du pays d'où est originaire l'héroïne, pardon, et on est sur de la portal fantasy, c'est-à-dire une fantasy où il y a plusieurs univers et on peut passer d'un univers à l'autre. On commence le tome 1, on est dans l'univers de notre personnage principal qui est donc le personnage de Tremaine, et on est sur un univers qui ressemble beaucoup au nôtre à l'époque du, je dirais, début 20e siècle. Ça m'a beaucoup fait penser à une espèce d'ambiance Londres sous les bombes pendant la Seconde Guerre mondiale. Un univers avec des codes assez proches du nôtre, sauf que c'est un univers où il existe de la magie. Et ce qu'on découvre dans le tome 1, c'est que l'univers de notre héroïne est attaqué par un peuple mystérieux dont on ne sait absolument rien, qu'on appelle des gardiers, et qui viennent avec des dirigeables qui arrivent dans le monde et qui ont une magie supérieure à la magie de l'univers de l'héroïne. Et donc grâce à cette magie, ils gagnent la guerre, c'est-à-dire qu'ils bombardent les villes, ils empêchent la magie défensive de fonctionner, et ils sont malheureusement en train de gagner cette guerre, ce qui fait qu'on a toute une population qui est en train de quitter les villes pour aller se réfugier ailleurs et tout, enfin bref. Et bref, on va suivre notre héroïne qui est une personne assez particulière, puisqu'elle a eu une enfance assez particulière, puisque son père était un escroc super connu qui était réputé pour des cambriolages, pour des escroqueries, des manigances et tout, enfin bref, un personnage assez peu recommandable qui a disparu quand elle était enfant à cause justement d'une de ces escroqueries. Elle a été élevée par son père et par son oncle qui se trouvait justement être le magicien le plus puissant du pays, donc elle a clairement pas eu une enfance normale. Elle a grandi avec une éducation très particulière. Le personnage de Tremaine se retrouve toute seule dans une société dans laquelle elle n'arrive pas vraiment à s'intégrer, puisque voilà, elle a eu une enfance particulière, en plus elle a une personnalité très particulière. C'est un personnage qui est très cynique et aussi très pragmatique et très... Elle répond parfois de manière totalement inadaptée aux codes sociaux, et c'est très drôle et très touchant puisque ça dénote vraiment une personnalité atypique, unique, un regard sur le monde qui est toujours particulier. Enfin vraiment j'aime trop ce personnage, c'est vraiment, j'ai adoré ce personnage, et pour moi le personnage c'est 80% de l'amour que j'ai pour ce livre, ça vient du personnage, parce que ce personnage il entraîne quelque chose de très particulier dans la narration et une tonalité très particulière que vraiment j'adore. Mais tout ça pour dire qu'un jour on va avoir besoin de Tremaine, et notamment d'un des artefacts magiques de son oncle, pour essayer de lutter contre les gardiers. Ils vont commencer à bidouiller, sauf qu'il va y avoir une erreur et elle va se retrouver envoyée dans un autre univers avec d'autres personnes, et une fois dans cet autre univers ils n'ont pas d'autre choix que d'essayer de survivre en essayant de rentrer chez eux, et en chemin ils vont découvrir des habitants de cet univers, notamment deux frères, et ils vont comprendre que ce monde est aussi attaqué par les gardiers, et voilà, à partir de là il va se passer plein de trucs. Donc voilà en gros pour ce qui se passe au début du tome 1 et pour les enjeux de la trilogie. Il y a une guerre contre les gardiers, il y a plusieurs univers et les gens vont essayer de s'allier pour chasser les gardiers, et je vous en dis pas plus sur le tome 1 au cas où vous auriez l'excellente idée de commencer la trilogie. Dans ce tome 2 ce que j'ai particulièrement
particulièrement aimé, c'est qu'on change un petit peu de cadre par rapport au tome 1 où on était notamment situé à un endroit géographique. Là j'ai beaucoup aimé parce qu'on change d'endroit mais on se retrouve à un endroit très particulier et j'ai adoré le fait que cette histoire se déroule sur cet endroit là. Je peux pas vous dire parce que voilà, pareil j'ai pas envie de vous spoiler, je préfère vous garder la surprise, mais j'ai trouvé ça génial. C'est une super bonne idée et là encore, et c'est quelque chose qui est assez présent dans la trilogie, c'est que c'est une idée qui existe déjà dans la littérature, dans la fantasy et tout, que des personnages se retrouvent sur ce type d'endroit là, mais là c'est hyper original dans la manière dont c'est traité, qui fait qu'on a vraiment l'impression de lire quelque chose de totalement nouveau. Et c'est vraiment l'impression que j'ai sur toute ma lecture, c'est que finalement la Portal Fantasy c'est quelque chose d'assez classique. Voilà, une guerre c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en fantasy, des univers différents c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, la fantasy, enfin la magie aussi finalement ça se retrouve assez souvent en fantasy, mais l'autrice traite tous ces sujets d'une manière particulière, elle amène quelque chose de différent, d'original à chaque fois et vraiment je pourrais pas expliquer, mais j'adore ce qu'elle a fait, j'adore son idée, j'adore l'originalité de cette trilogie. Je trouve ça exceptionnel parce que quand je commence cette trilogie, notamment ce tome 2 d'ailleurs, je commence le livre et directement je sors du monde réel en fait, je pars totalement ailleurs. Et ce qui est encore mieux, c'est que j'ai l'impression de partir en dehors de la fantasy aussi. Je sais que je lis de la fantasy, mais c'est de la fantasy tellement différente de ce que j'ai pu lire, avec quelque chose de tellement original que je pars sur vraiment des contrées inconnues de la fantasy et vraiment j'adore ça. Donc voilà, dans ce tome 2 j'ai adoré le changement de cadre, j'ai aussi adoré qu'on approfondisse les relations entre les deux cultures, des deux univers différents, puisque ce qui est super intéressant c'est que d'un côté on a l'univers de notre héroïne pardon, qui est une société industrialisée, patriarcale avec de la magie, et de l'autre côté on a une société beaucoup plus primitive, matriarcale, et où ils détestent la magie. Vraiment il y a un énorme tabou sur la magie, les personnes qui sont touchées par de la magie deviennent maudites et sont devenues, enfin bon bref il y a tout un truc sur la magie, donc forcément ça va causer quelques problèmes dans la coopération entre les deux peuples, mais en même temps ça enrichit énormément, ça pose beaucoup de questions et ça enrichit beaucoup les relations des personnages, puisqu'on a notre héroïne qui va sympathiser avec des personnages de cet autre univers, et j'adore sa relation avec ces personnages là. Je trouve que c'est hyper touchant, c'est vraiment une héroïne qui est solitaire et qui trouve pas sa place dans son univers, et dans ce tome 2 notamment elle approfondit des relations, des amitiés, et elle va se créer des attaches dans un autre univers et elle va trouver sa place finalement d'une certaine manière dans un autre univers, et ça je trouve que c'est assez chouette quand même. Il y a un rebondissement sur les relations entre les personnages, quelque chose qu'on espérait, qu'on voyait peut-être un petit peu venir, mais alors qu'on n'imaginait pas du tout que ça se passerait comme ça, et là encore c'est quelque chose qui pourrait être très cliché si c'était traité d'une certaine manière, mais l'autrice le traite d'une autre manière, donc ça devient très original et super intéressant. Enfin vraiment j'ai adoré, voilà. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on commence à en apprendre plus sur la magie. S'il y a un défaut quand même à cette trilogie, c'est qu'on nous parle beaucoup de magie mais on nous explique rien du tout, et je trouve que c'est quand même un petit peu frustrant d'avoir voilà, cette magie, ce système de magie, des artefacts magie, une science magique finalement, mais dont on ne connaît pas les codes, ce qui fait que finalement parfois on est un petit peu oui bon bah d'accord ok si vous voulez. Le tome 3 va être absolument exceptionnel, j'ai très hâte, parce qu'en plus dans le tome 2 on a des nouveaux personnages qui apparaissent, des personnages importants, et je me demande vraiment comment ils vont interférer dans l'histoire, comment ils vont interférer dans l'effort de guerre. Donc voilà, vraiment j'ai adoré cette lecture, j'ai adoré ce tome 2, j'ai pas de reproches à faire à ce tome 2 tellement j'ai passé un excellent moment. Alors ensuite une autre chouette lecture, j'ai lu Les Cartographes de Peng Shepherd aux éditions Albin Michel Imaginaire, qui est aussi un service presse. Alors l'autrice Peng Shepherd, vous la connaissez peut-être pour le livre de M qui était aussi paru aux éditions Albin Michel Imaginaire et qui était une espèce de post-apo un petit peu fantastique. J'avais trop hâte de lire celui-ci, vraiment au début j'étais là, je sais pas si je vais le demander, j'ai plein de trucs à lire, et finalement je sais plus qui a partagé, remets le focus sur moi. Vraiment faites pause pour pouvoir lire l'avertissement, parce que j'ai lu cet avertissement et je me suis dit ok, l'idée est absolument incroyable, j'ai trop envie de lire ce bouquin. C'était vraiment un très bon moment de lecture, j'ai trouvé que l'idée était super originale, mais ce qui est assez curieux et ce qui peut sembler assez contradictoire avec cette lecture, c'est que j'ai beaucoup de reproches à faire au livre. Il y a beaucoup de choses où je trouve qu'il y a des faiblesses dans la narration, dans la construction de l'intrigue, je trouve qu'il y a pas mal de faiblesses, mais
par rapport au nombre de faiblesses que j'ai notées sur le livre et par rapport au bon moment de lecture que j'ai passé, bah on a un petit peu... Enfin, est-ce que... Non, c'est pas clair ce que j'ai dit. Je trouve qu'il y a beaucoup de faiblesses, mais ça m'a pas empêché de passer un très bon moment de lecture. Donc c'est assez particulier, d'autant plus que j'étais vraiment à pas grand chose de la panne de lecture. Je sais pas ce qui s'est passé avec cette lecture. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce roman, mais toujours est-il que ça a fonctionné pour moi et au moment où je l'ai lu, donc j'en suis très contente. Pour l'histoire, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Nell et qui a une formation de cartographe. Et elle n'a pas connu sa mère puisque sa mère est décédée quand elle était toute petite. Elle a été élevée par son père qui était un cartographe extrêmement connu, très réputé, le plus réputé de la ville. On découvre au début du roman que ça fait des années qu'elle n'a pas parlé à son père à cause d'une histoire liée justement au domaine de la cartographie, parce qu'en fait on découvre que pendant une assez longue période elle a travaillé avec son père dans une grande librairie, voilà un truc un petit peu officiel, et qu'ils ont eu une énorme dispute à cause du travail. La dispute s'est énormément envenimée, vraiment catastrophique sur sa carrière puisqu'elle n'a jamais réussi vraiment à rebondir. Évidemment on s'en doute, elle en veut énormément à son père. Au début du roman, Nell va découvrir que son père est mort, il est mort dans son bureau alors qu'il était en train d'étudier. Assez vite Nell va commencer à suspecter des choses autour du décès de son père, elle va penser que ce n'est pas une mort naturelle, d'autant plus qu'il va y avoir d'autres événements un petit peu étranges autour d'elle et elle va mener l'enquête puisqu'elle va trouver un indice, quelque chose de très particulier. Elle va trouver une carte et sur cette carte il y a une particularité, quelque chose qui ne devrait pas être là. À partir de cette découverte, elle va être jetée sur la piste d'un mystère qui la dépasse, quelque chose qui a à voir avec la cartographie mais aussi avec la réalité. Et je peux pas vous en dire plus, bon de toute façon c'est écrit sur le résumé. C'était une idée géniale, je trouve que c'est une idée géniale déjà parce que c'est super original. Jamais j'aurais pensé lire un roman sur la cartographie, sur les cartes, sur les problématiques liées aux cartes, sur l'esthétique mais aussi la rigueur pour faire une carte. Enfin bref, il y a plein de choses dont on nous parle et que j'ai trouvé fascinantes. J'ai trouvé que c'était un milieu qui était génial à découvrir. L'idée de génie de l'autrice, c'est vraiment de transposer en littérature de l'imaginaire tout ce rapport entre la carte, la géographie et le réel, et d'en faire une espèce de thriller fantastique qui fonctionne plutôt bien. Enfin en fait l'idée est vraiment géniale. Après je dois avouer que j'ai trouvé que l'idée était assez peu exploitée finalement, parce que en dehors de ce qu'on a sur la quatrième de couverture, finalement l'idée n'est pas tant développée que ça et ça aurait pu être encore mieux, ça aurait pu être encore plus approfondi, on aurait pu aller plus loin, enfin bref ça aurait pu être vraiment très bien. Le début du roman est assez intriguant puisqu'on a le décès du père, ensuite on a un cambriolage et ensuite on a des petites choses qui se mettent en place, donc le début est assez intriguant, mais ensuite on a un passage un petit peu à vide, enfin peut-être pas un passage à vide, j'exagère, mais j'ai trouvé, enfin personnellement j'ai ressenti une longueur sur la première moitié, avant la première moitié du roman, où on sait que ça va décoller, on a envie que ça décolle mais ça tarde un petit peu à décoller quand même. Mais à part ce passage là, j'ai trouvé que dans l'ensemble c'était quand même plutôt bien fichu, dans le sens où c'est assez efficace, c'est prenant, comme on a ce côté thriller, on a envie de savoir, on a envie de comprendre ce qui s'est passé, on a envie de savoir à la fois ce qui se passe dans le présent et qui veut quoi, qui fait quoi, et on a envie de comprendre ce qui s'est passé dans le passé. Par contre j'ai été très déçue de la construction du roman parce que c'est une construction que déjà d'habitude je suis pas très fan, j'aime pas trop. En fait on a une héroïne, j'ai trouvé, qui ne sert pas à grand chose. Elle découvre le tout début de l'intrigue mais ensuite elle va rencontrer des gens et les gens vont lui raconter un bout de l'histoire, et en fait on a vraiment ce côté assez répétitif, j'ai trouvé, de l'héroïne rencontre une personne, la personne lui raconte un bout de l'histoire, elle va rencontrer une autre personne qui lui raconte un autre bout de l'histoire, et on fait ça plusieurs fois. Ça j'ai trouvé que c'était quand même un gros point faible du roman, déjà parce que c'est assez répétitif mais aussi parce que c'est un côté du coup très didactique de l'exposition des informations, à un côté très voilà, personnage qui raconte, mais je sais pas, j'ai pas trop aimé ça, j'ai pas trop aimé. La chose c'est que je ne me suis pas du tout attachée à l'héroïne, j'ai trouvé que l'héroïne n'avait absolument aucun charisme, et vraiment elle était même pas sympathique. Je suis sans empathie particulière, qui n'a pas franchement de personnalité. Le personnage n'apporte pas grand chose au roman, et j'ai trouvé d'ailleurs qu'on avait beaucoup de personnages mais il y en a la moitié qui n'ont pas de personnalité en fait, qui voilà c'est ça, qui n'ont pas de personnalité. Et un truc qui m'a un petit peu agacé, que j'ai trouvé très redondant aussi, c'est qu'on a plusieurs fois l'espèce de relation oncle-nièce qui est développée dans le roman, un peu l'oncle gâteux qui adore sa nièce et qui vraiment qui ferait tout pour sa nièce adorée. Et une fois ça va, deux fois ça va, mais quand il y a 26 personnages qui sont concernés, je trouve que c'est là encore un petit peu répétitif. Pour en finir avec les critiques que j'ai à faire au livre, je dois dire que j'ai été un petit peu déçue par certaines révélations. Déjà parce qu'il y en a certaines qu'on voit vraiment venir à 4 km, mais aussi parce que celles que je voyais pas venir, je les ai trouvées un petit peu tirées par les cheveux. En fait il y a des espèces de rebondissements dans les relations des personnages
que j'ai trouvé pas crédible. J'y croyais pas, j'adhérais pas. Je me suis dit bah enfin ça a pas de sens d'agir comme ça, enfin je comprends pas pourquoi quelqu'un agirait comme ça. Et je trouve aussi que le méchant devient méchant pour des raisons qui sont pas hyper claires. Fait qu'il y avait des choses sur lesquelles reposait toute l'intrigue mais auxquelles je n'arrivais pas à croire, donc ça m'a paru un petit peu gros sur la fin. Pas mal de reproches, pas mal de faiblesses que j'ai trouvé dans ce roman et pourtant j'ai passé un très chouette moment. J'ai été prise dedans et vraiment je pense que le très gros point fort du roman c'est l'idée de départ et c'est tout ce milieu de la cartographie qui est vraiment génial, qui est une super idée de la part de l'autrice, qui nous dépayse quand même en grande partie et qui donne envie de se plonger dans des cartes, voilà, qui réveille vraiment l'imagination, qui nourrit l'imagination. Je trouve que une très bonne idée de départ mais malheureusement que j'ai pas trouvé exploitée comme ça aurait pu l'être. En fait ce qui est un petit peu dommage, ah la lumière s'est un petit peu calmée, c'est que c'est un roman qui aurait pu être excellent, qui aurait vraiment pu être formidable mais il est juste chouette, c'est juste un bon roman alors que l'idée était vraiment trop bien. J'ai passé un bon moment alors que je frôlais vraiment la panne de lecture, donc c'est quand même que c'est un roman qui a des qualités mais en même temps il y a des choses que à ma lecture je me suis dit c'est trop dommage, en fait c'est trop dommage, ça aurait pu être tellement mieux et voilà du coup pour cette lecture. Je finis avec ma dernière lecture que j'ai terminée hier, il s'agit donc de La maison au bord de la mer céruléenne de T.J. Klune aux éditions de Saxus. J'ai pris cette lecture puisque j'avais vraiment envie de quelque chose de réconfortant, de facile à lire, qui prenne pas la tête, qui fasse juste passer un bon moment de lecture et c'est exactement ce que j'ai eu puisque c'est de la cozy fantasy je crois qu'on appelle ça, qui est en gros de la fantasy assez douce, qui fait passer un bon moment où on se prend pas trop la tête. C'est vrai qu'on se prend pas la tête et même on se prend peut-être un petit peu trop peu la tête parce que je cherche encore l'intrigue. On passe un bon moment et l'histoire est mignonne mais ça manque un peu d'enjeu quand même. Je trouve que ça manque d'un petit moment de tension, de... Je sais pas, après j'ai bien aimé aussi le fait que ce soit calme et qu'on n'ait pas peur, qu'on soit pas tendu, mais peut-être qu'il aurait fallu un petit twist quand même, quelque chose de supplémentaire pour que ça soit moins linéaire au niveau de la lecture. Mais bref, pour l'histoire on va suivre un homme qui fait partie du département de la jeunesse magique, du ministère de la jeunesse magique, et dont le travail c'est d'aller vérifier dans les orphelinats si les enfants avec... parce qu'en fait on est dans un univers où certains enfants sont un peu magiques, donc on a des sorcières, on a aussi des espèces de loups-garous, on a des enfants qui font léviter des trucs, enfin bon bref il y a tout un tas de types d'enfants magiques et lui son travail c'est d'aller vérifier dans les orphelinats si ces enfants sont bien traités ou pas. En gros c'est un inspecteur d'orphelinat et un jour on va lui confier une mission très spéciale. On va l'envoyer très loin tout seul sur une île dans un orphelinat un petit peu spécial puisque c'est un orphelinat qui recueille 6 enfants, 6 ou 7 je sais plus, 6 enfants je crois, avec chacun des pouvoirs très particuliers, des enfants qui sont censés être très dangereux et lui son travail c'est d'aller voir si bah déjà ils sont bien traités mais surtout si ils ne vont pas être dangereux les uns pour les autres ou pour le reste du monde. Donc on l'envoie là-bas. Ses convictions vont être mises à mal puisqu'il va tomber sur en effet des enfants très particuliers avec des pouvoirs très particuliers ou des physiques très particuliers ou des conditions très particulières, enfin bref des enfants très particuliers, on l'aura compris. Et ça va l'obliger à remettre en question ce qu'il croyait être juste, ce qu'il croyait être bon, ce qu'il croyait savoir sur son métier et sur la légitimité qu'il avait dans son métier. Il va apprendre à connaître les enfants, il va apprendre à connaître le directeur de l'orphelinat qui s'appelle Arthur, qui est lui aussi un être plein de mystères, qui cache des choses. En même temps il commence à se rapprocher d'Arthur parce qu'ils ont des points communs, tous les deux ils sont là pour aider les enfants et enfin bon bref c'était très mignon. Et c'est pour ça qu'on commence ce livre que bah, le personnage va s'attacher aux enfants. Le personnage principal Linus est très attachant je trouve parce que c'est vraiment un personnage de solitaire lui aussi, mais moi j'adore vraiment, c'est un trope que j'adore en littérature, c'est le personnage solitaire qui va trouver sa place et qui va voilà se trouver une famille, et ça marche à tous les coups sur moi quasiment. Et là j'ai trouvé que c'était particulièrement mignon et même en tant que lecteur ça nous questionne parce qu'on se retrouve face à des enfants tellement particuliers que même nous on se dit mais est-ce que moi j'aurais fait preuve de cette tolérance. Donc voilà, de très beaux messages, des passages très mignons, c'était très mignon, voilà. Bon bref j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. Et du coup pour cette dernière lecture, sur ce je vais terminer ce point lecture. Je voulais qu'il soit assez court mais j'ai l'impression qu'il va être assez long finalement. On va voir ce que je peux faire au montage pour raccourcir un petit peu tout ça. Cette vidéo vous a permis de découvrir des nouvelles lectures et puis sur ce je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.